Oui, bonjour à toutes et à tous. J'arrive à me faire surprendre, hein, tellement la musique se coupe assez rapidement. J'espère que vous allez bien. Un vendredi juste avant un week-end. Certains d'entre vous ont peut-être fait le pont et me font le plaisir d'être présents pour ce webinaire avec un nouveau thème aujourd'hui sur le compte courant d'associés. On a trop souvent on en parle et puis je me suis dit, ça a été une demande de plusieurs participants qui m'ont dit Patrick, fais-nous quelque chose sur le compte courant, essaye de nous faire un petit peu rêver. Bon, on va essayer de faire tout cela tous ensemble. Donc, je rappelle, on se trouve en direct, en live, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous allez vouloir poser. On va essayer également de pouvoir traiter les sujets selon l'ordre que vous voyez. Déjà de comprendre qu'est-ce que c'est un compte courant d'associé, comment il augmente, comment il diminue, quelle est sa fiscalité, et puis les autres points, bien évidemment, qu'on pourra traiter. Donc voilà très exactement le sujet, la façon dont on va aborder tous ces points-là. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis expert comptable, je suis également le cofondateur de Doux, c'est moi qui vais avoir le plaisir de pouvoir vous faire voir et tout vous faire découvrir directement. Alors, on va commencer tout de suite par la première question, mais au fait, c'est quoi un compte courant d'associé? Alors, ce qu'il faut imaginer, tout simplement, c'est une représentation, on va essayer de voir cela, d'un associé qu'on va appeler Monsieur Martin. Monsieur Martin, c'est le nom le plus courant en France, c'est pour ça, peut-être que parmi d'entre vous, certains connaissent Monsieur Martin. En tout cas, il n'y a pas du tout de lien avec qui que ce soit. Et donc, c'est ce Monsieur Martin. C'est une personne physique, tout simplement, et puis il a une particularité, c'est qu'il détient une personne morale, c'est-à-dire une société qu'on va appeler la SAS Martin pour plus de facilité. Donc, Monsieur Martin qui détient une société qui s'appelle la Société Martin. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf que on s'aperçoit que la société a besoin d'argent, d'accord? Alors, je rappelle, pour qu'une société existe, déjà, il a fallu mettre un capital. Vous savez, le capital, c'est l'argent que vous mettez à la banque au début. Vous allez mettre 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, ou 10, 20, 30, enfin, ce que vous voulez. Et de façon très concrète, la société va avoir ses disponibilités financières et puis va pouvoir vivre sa vie. Mais il arrive de temps en temps que ça coince, et surtout quand vous avez mis un capital à 1 euro. Et donc, de façon très concrète, si la société a besoin d'argent, eh bien, il va falloir en mettre. Et comme c'est vous qui allez en mettre au début, par le biais du compte courant, donc c'est là où on va arriver à ce point-là. Donc, Monsieur Martin envoie de l'argent vers la société SAS Martin, tout simplement, il va lui donner de l'argent, donc ce qu'il y a de plus classique, eh bien, tout simplement, la société Martin, du coup, se retrouve avec 10 000 euros. Donc voilà, la société Martin est contente, elle avait besoin d'argent, l'argent est arrivé, tout va bien, mais cet argent que M. Martin a mis, il est mis de façon temporaire. M. Martin, il n'a pas abandonné l'idée d'avoir un jour cet argent, il a prêté de l'argent. Je rappelle que d'un côté, on a la personne physique, M. Martin, de l'autre, on a la personne morale, l'ASS Martin. Il y a quand même un trait entre les deux, entre la personne morale, entre la personne physique et la personne morale. Et donc, tout ce que M. Martin peut prêter à la société, eh bien, c'est un prêt. En fait, la SAS Martin aurait pu emprunter de l'argent auprès d'une banque. Et là, ça n'étonnerait personne qu'il s'agit d'un prêt. Une banque ne donne jamais d'argent. Elle aurait prêté. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Bien évidemment, on ne l'appelle pas un emprunt. On pourrait l'appeler emprunt auprès des actionnaires, mais de façon très concrète, ça s'appelle compte courant d'associés. Alors, de façon très concrète au niveau du bilan, comment ça se passe, comme ça au moins que vous ayez une idée. Bon, d'un côté, j'ai mon passif, mes dettes, de l'autre côté, j'ai mon actif, c'est ce que la société possède. On suppose, par exemple, qu'on a 1 000 euros de capital social, une dette fournisseur de 1 000 euros, des immobilisations pour 2 000, et puis la société a besoin d'argent, vous voyez, elle est à zéro, et donc, en remettant de l'argent, eh bien, d'un côté, je vais avoir l'argent en banque, les 10 000 euros, et je vais avoir mon compte courant, les 10 000. Vous voyez que le compte courant d'associé, c'est une dette
comme une dette fournisseur, comme ce qu'on doit de l'argent au fournisseur, c'est comme un emprunt bancaire, c'est exactement la même chose. Partez toujours du principe que vous, c'est vous, d'accord, en tant que personne physique, et la société, c'est une personne morale à part. Et tout l'argent que vous allez lui prêter, eh bien, ce sera considéré comme une dette pour la société qu'elle devra vous rendre un jour ou l'autre. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, c'est génial. Alors, Alain, comment vérifier quel montant d'argent personnel a été versé? Combien d'entreprises doit la personne physique? Alain, c'est une excellente question. Alors, Alain, je ne sais pas, si tu es client d'Oux, c'est super simple. C'est directement, tu vas dans Performance et tout en bas, tu vois le montant de ton compte courant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, et ben voilà, Alain, donc tu vas dans l'application Doux, tu vas aller dans Performance, tout en haut, et quand tu cliqueras dessus, tu verras tout en bas le montant de ton compte courant directement. Voilà, c'est aussi basique que ça. Pour tous les autres, c'est cuit parce qu'on est les seuls à le faire, tout simplement. Julia, on peut se rémunérer sur le prêt. On va y arriver tout à fait, Julia, et je t'expliquerai quelles sont les raisons pour lesquelles on doit le faire ou dans lesquelles on ne doit pas le faire. Donc, concrètement, voilà le fonctionnement. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là, mais comprenez-moi bien que voilà. Et puis, Lamine qui pose une question, est-ce que ce dispositif existe aujourd'hui pour ceux qui sont en LMP, le loueur meublé professionnel? Non, Lamine, pour une seule raison, parce que tout simplement, une LMP n'est pas une société. La LMP, c'est leur loueur meublé professionnel, c'est une extension quelque part dessus. Et donc, alors, on le met en compte courant, c'est à peu près le même régime, mais de façon très concrète, il n'y a pas les mêmes contraintes, d'accord? Tout l'argent que tu vas apporter, tu pourras le récupérer, bien évidemment, dans ton LMP, mais il n'y a pas les mêmes obligations et les mêmes besoins. On reviendra dessus, Lamine, tout à la fin, si tu as envie encore de poser des questions sur ce sujet, d'accord? Voilà, donc voilà très exactement le point dessus que l'on a à traiter. Donc, première question également, on a vu personne physique, vous, par rapport à votre société, mais est-ce qu'une autre société peut avoir un compte courant dans une autre société, tout simplement? Et la réponse est oui, on le peut. Donc, vous voyez d'un côté M. Martin qui a la SAS Martin, et puis j'ai appelé ça SAS H, comme j'aurais pu l'appeler différemment, qui a une participation dans la SAS Martin, et du coup, elle peut prendre une participation. Alors, à ce stade, il y a un petit point que j'aimerais aborder avec vous, qui est-ce qu'on est obligé d'être associé pour avoir un compte courant d'associé. C'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que parfois, vous montez vos sociétés et puis, par exemple, vos parents vous disent, écoute, Jean, j'aimerais bien te prêter de l'argent. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est un prêt à titre personnel, soit ils peuvent prêter à la société également. Et donc, il y a un an, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prêter de l'argent à une société parce qu'il fallait obligatoirement être associé au sein de la société. Et quand je parle associé, il fallait avoir au moins 5%. Tout ça, c'est terminé. Il suffit d'avoir une part. Alors, on recommande encore une part parce qu'ils ont enlevé les 5%, mais du coup, on se pose la question, est-ce que 0,001 c'est possible? Oui. Est-ce que 0% c'est possible? On ne sait pas trop bien. Mais de façon très concrète, des gens qui ne sont pas véritablement associés chez vous peuvent vous prêter de l'argent au sein de la société. Dans ce cas-là, il faudra les rémunérer. Bien évidemment, on reviendra dessus. Et Emmanuel, la question, bientôt, je réponds à celle-ci. Donc, vous avez bien compris, M. Martin peut être bien évidemment associé, qu'il soit président, qu'il soit directeur général, qu'il soit gérant majoritaire, gérant minoritaire, associé et voire presque pas associé. Et puis, de l'autre côté, on peut avoir aussi la société, une autre société qui prenne une participation dans la société. Et là, c'est obligatoire, par contre, sauf s'ils sont frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle dans des montages de sociétés holding avec des conventions de trésorerie, mais de façon très concrète, une autre société peut prendre une participation et prêter de l'argent. Ce sera un compte courant. Alors, ça, c'était le premier point. Qu'est-ce que le compte courant? J'espère que tout le monde a bien compris. On va aborder le deuxième point. Comment est-ce que le compte courant augmente? Comment est-ce qu'on fait pour augmenter le compte courant? Eh bien,
c'est relativement simple. Le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est vous qui allez apporter de l'argent. D'accord? Bon, ça, c'est super basique. C'est souvent le cas dans le démarrage. C'est parfois la situation quand les choses, effectivement, nécessitent de l'argent. Et le deuxième et le troisième point, c'est hyper fréquent. Note de frais, de façon très concrète, quand, par exemple, vous faites des indemnités kilométriques, vous prenez votre voiture, vous allez coller des ICA, quand vous êtes chez Doug, ça se met automatiquement dans votre compte courant d'associé. Quand vous allez remplir la note de frais parce que vous avez déjeuné et vous avez payé avec votre carte bleue professionnelle, personnelle cette fois-ci, vous avez été acheter des choses, c'est encore de nouveau, ça passe par la note de frais. Vous louez votre propre bien immobilier parce que vous êtes chez vous, votre siège social se trouve à votre domicile, vous avez décidé de vous mettre un loyer, vous le passez par la note de frais, ça passera obligatoirement en compte courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez mettre toutes les dépenses, toutes les charges possibles, vous passez par le système de note de frais et vous n'êtes pas obligé de vous payer tout de suite, puisque le principe, c'est que le compte courant va enregistrer cette somme et que vous aurez un jour, un an, 10 ans, 100 ans pour pouvoir le rembourser. Voilà très exactement la notion même de l'alimentation de son compte courant. Et puis le troisième grand point, c'est les salaires et les dividendes. Par exemple, vous pouvez très bien vous donner un salaire, ne pas prendre l'argent, ça vous permet de valider votre trimestre de retraite. Alors ça ne vous empêchera pas de payer les charges sociales et les revenus salariales, mais vous n'êtes pas obligé de prendre l'argent. Par contre, en ne prenant pas l'argent, c'est quand même imposable, hein, je tiens à le signaler. Ou les dividendes, tout simplement, vous avez décidé de vous donner des dividendes, ce mois-ci, ce n'est pas possible, vous le laissez en compte courant d'associé. Donc voilà comment on alimente et on pousse le compte courant d'associé. Julia, peut-on apporter un bien en compte courant d'associé? Oui, Julia, de façon très concrète, avec le système de notes de frais. Imaginons, Julia, tu as deux solutions. Je ne sais pas, moi, tu as un ordinateur. Au moment où tu crées ta société, tu as deux possibilités pour l'année. Alors, tu as trois possibilités. Je te donnerai les deux premières qui sont très bonnes, la troisième qui est très mauvaise, mais je vais la donner quand même. La première, c'est l'apporter en capital, d'accord? Tu apportes ton ordinateur au capital et si celui-ci n'excède pas 30 000 euros, ce qui est juste pas possible pour un ordinateur, et si celui-ci ne fait pas plus de 50% du montant du total du capital, tu peux l'apporter en toute facilité. Sinon, après, on est obligé de nommer un commissaire aux apports, c'est pénible. Deuxième possibilité, tu crées ton capital sans apporter ton ordinateur et puis tu vas te faire une note de frais, c'est-à-dire que tu vas vendre ton ordinateur personnel à la société sur le prix d'une base d'occasion, bien évidemment. Et du coup, ton ordinateur passera en comptabilité, d'un côté l'ordinateur et de l'autre côté ton compte courant, tout simplement. Et comme ça, on pourra l'amortir. Et la troisième, c'est ce que font trop de personnes, mais je vais le donner quand même, ils font rien. Et ça, c'est une aberration, parce que de façon très concrète, le fait de l'enregistrer, ça va vous permettre de payer moins d'impôts, ça vous permettra d'avoir du cash sans payer de charges sociales, on en parlera tout à l'heure, et voilà, et c'est aussi simple que ça. Donc, pensez à faire une note de frais. Bien évidemment, si vous achetez un ordinateur après la création de la société, ne vous embêtez pas, utilisez bien évidemment la carte bleue professionnelle. Luc, est-ce qu'on peut mettre un loyer si on n'est pas propriétaire? Oui, tout à fait, Luc. Bien évidemment, j'aurais tendance à dire pourquoi? Parce que ta société occupe une partie de tes locaux. En fait, Luc, c'est ce que je veux dire, c'est que ce qui est hyper important, c'est de bien comprendre que le dirigeant est une personne physique et la société est une personne morale. Donc, de façon très concrète, il faut impérativement faire comme si tu t'adressais à l'extérieur. Et de façon très concrète, si tu allais prendre un local chez quelqu'un d'autre, tu paierais bien un loyer. Donc, même si tu es locataire, tu peux te mettre un loyer. C'est une sous-location, mais ça marche très, très bien. Dosit, les salaires et dividendes se mettent aussi automatiquement dans le CCH et Doux. Oui, tout à fait. On est tout à fait d'accord. C'est tout à fait comme ça que ça marche. Comme ça permet aux gens de se payer ou de ne pas se payer. Et donc, du coup, comme ça, chacun fait ce qu'il a envie. Olivier, j'ai réglé avec ma carte bleue perso des frais pro, j'ai la facture à mon nom perso, j'ai fait une note de frais, mais monsieur C peut récupérer la TVA dans ce cas. Olivier, tu vas le faire, bien évidemment. Mais de toi à moi, la meilleure chose à faire, c'est que ta facture porte le nom de ta société, même si tu as payé
toi, avec ta carte bleue perso. Voilà. Dorothée, mais Yolène qui marque non, c'est un petit souci avec la TVA, mais les choses se font. Dans le cas d'un contrôle fiscal, effectivement, si tu tombes sur un extrémiste, il pourra te dire que ta facture ne t'appartient pas, mais c'est relativement rare. Dorothée, question, en cas d'obligation de pension, divorce, comment pouvoir saisir sur ce compte courant d'associé? Mon ex-mari ne prend pas de salaire depuis 5 ans et au RSA et ne donne pas de pension, mais la société continue à investir et se porte bien. Ah, Dorothée, là, il faut prendre un avocat dans ces cas-là et pouvoir montrer que la société se porte bien et que c'est lui, par convenance personnelle, qui s'est arrangé pour que les choses se passent comme si ça se passait mal. Là, je suis désolé, ce ne sera pas le compte courant d'associé qui pourra être saisi. Là, on ne peut strictement rien faire, d'autant plus qu'a priori, il ne va rien mettre dessus ou pas, je ne sais pas. Là, il faudrait voir. Mais un avocat avec un spécialiste de l'expertise comptable pourra montrer, en tous les cas, que les choses ne sont pas, peut-être, vont bien mieux que ce qu'il laisse le prétendre. Thibaut, quand on fait une session de fonds de commerce, faut-il tout de même vendre son PC à sa société ? Quand on fait une session de fonds de commerce, d'accord, donc tu vas vendre ton fonds de commerce, est-ce qu'il faut tout de même vendre son PC à sa société? Non, pas nécessairement. Thibaut, je ne sais pas si tu achètes ou si tu vends. N'hésite pas à taper, j'ai juste un petit truc. Julia, pour le loyer, on fait une note de frais. Alors, pour le loyer, tu peux faire, premièrement, Julia, tu vas faire ce qu'on appelle une convention de mise à disposition ou un bail. Déjà, c'est la première chose. Tu pourras faire des quittances si tu les colles directement en note de frais. Voilà. Alain, j'ai fait un abandon de créance provisoire. Où retrouver ce montant? Comment recouvrir ce montant? Alain, on le fera tout à l'heure, ça. Dorothée, voilà. Ben, désolé, Dorothée. Bon, alors Jean-Noël. Oui, alors Jean-Noël qui précise, oui, à condition d'avoir informé par écrit le propriétaire de sous-location, l'activité ne doit pas être industrielle dans un immeuble d'habitation. Alors, Jean-Noël, on peut mettre son siège social au sein de n'importe où, sans prévenir qui que ce soit, d'accord? Et à la condition de ne pas avoir de clients qui viennent en grande quantité et de ne pas stocker, d'accord? Par contre, dans les 5 ans, si tu n'as prévenu personne, eh bien, tu dois soit demander l'autorisation du propriétaire, soit effectivement changer de siège social parce que le risque, il est relativement simple. Certains tribunaux de commerce font une résiliation d'office parce qu'ils estiment effectivement qu'il n'y a plus de siège social. Donc voilà, si on va être encore plus précis, et merci Jean-Noël pour ta suggestion. Emmanuel, pour revenir sur les loyers, si on fournit à titre gracieux en local à la société, peut-on se faire payer les charges? Oui, oui, oui. Et peut-on prendre un ratio de charge supérieur au ratio du local mis à disposition versus l'ensemble de la maison? Oui, tu peux, à partir du moment où, Emmanuel, tu fais quelque chose de cohérent, que tu notes quelque part dans le cas d'un contrôle fiscal, que tu puisses expliquer pourquoi il y a eu ce ratio-là, ce sera bon. Il est évident que j'exagère, mais voilà, si tu te fais boulangerie à domicile et que tu prennes de l'électricité, il y a fort à parier que le taux sera bien supérieur à celui effectivement consommé à titre privé. Mais là encore une fois de plus, il faut que ce soit cohérent. Donc quand vous faites les choses, si vous êtes droit dans votre botte, nos problèmes. Si maintenant vous sentez que ça colle pas, bah, dites-vous effectivement, il faut peut-être revoir différemment les choses. Voilà. Alors voilà, Thibaut. Ah oui, j'ai cédé mon fonds de commerce d'auto-entrepreneur à ma société. Alors, Thibaut, il faut savoir si ton fonds de commerce, il y avait les immobilisations à l'intérieur, notamment ton ordinateur. Je ne sais pas comment a été fait ton calcul de fonds de commerce, mais s'il en tenait compte, il n'y a pas de souci. Si on n'en tenait pas compte, tu peux toujours le remettre à l'intérieur. Hotman, j'ai programmé moi-même un site web pour ma société. Est-ce que je peux faire la nature de frais à ma société? Alors, la réponse est non, Hotman, sauf si tu es micro-entrepreneur et que tu veux envoyer une facture. Là, dans ces cas-là, Hotman, il faudra que tu fasses une production à ta société. Ça s'appelle une production stockée ou une production livrée ou une livraison d'immobilisation en soi-même. Et ça se fait en fin d'année. Lamine, quand on a déjà plusieurs sociétés, peut-on dupliquer la facture de notre PC, par exemple, à chacune des structures? La réponse est non. C'est une seule, ou sinon, il y a possibilité de mettre tout, puis après de mettre des loyers à chacune. Mais ça commence à devenir un peu compliqué. Guillaume, peut-on faire un forfait pour la location de bureau de ma maison à ma SASU? Oui, bien évidemment, c'est tout à fait faisable. Voilà. Alain, à la création, est-il préférable de mettre tout son cash en capital ou en garder une partie pour le compte courant d'associé? Alain, si tu n'as pas besoin,
d'emprunter et que ton banquier n'a pas besoin d'avoir un gros capital, etc., ce que je te conseille, Alain, c'est de mettre 1 000 € dans ton capital et les 4 000, tu les mets en CCA, en compte courant d'associé, parce que comme ça, tu pourras récupérer cet argent. On le verra tout à l'heure. Alors, super, toi, ça va sur les questions, c'est nickel. Maintenant, on va se poser la question, comment est-ce que le compte courant diminue maintenant, hein? C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu le compte courant, on a vu comment il augmentait, et bien maintenant, on va voir comment il diminue, très exactement. Donc, la première solution, la plus basique, c'est prendre de l'argent directement, d'accord? Et voilà, vous avez d'un côté la banque de votre société, la banque pro, et vous faites un virement à votre banque privée. Parfois, on me demande quel justificatif j'ai besoin. Il n'y a pas de justificatif, il y en a zéro. Du moment que votre compte courant est positif, vous pouvez prendre l'argent comme vous voulez et vous n'avez besoin de zéro justificatif. C'est super simple, hein. Au moins, là, il n'y a pas besoin de formalité, de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il y aura une sortie, eh bien, tout simplement, vous marquerez retrait compte courant. Tout simplement. C'est super basique. Vous voyez, c'est plus simple, ça ne peut pas exister. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher que vous puissiez prendre de l'argent? Il y a une seule chose, si vous avez fait un emprunt et que votre banquier vous a demandé de bloquer une somme dans votre compte courant, 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €, et que vous avez fait une assemblée générale attestant que pendant 5 ans, vous ne diminueriez pas votre compte courant. Mais à part ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, c'est super simple. Alors, ça, c'est la première solution, c'est la plus basique, c'est celle qui vient. Donc, bien évidemment, virement, chèque, même retrait en cash, hein, pourquoi pas. Voilà, enfin, bon, c'est super basique. Deuxième méthode maintenant, donc ça c'est un petit peu plus subtil, c'est, enfin subtil la façon de parler, c'est vous êtes dans une grande surface ou chez votre épicier préféré, vous voulez payer avec votre carte bleue personnelle et puis manque de bol, bah, ça ne fonctionne pas. Et puis, la seule carte que vous avez, c'est une carte pro. Bon, bah, vous allez payer vos courses avec votre carte bleue professionnelle, mais au moment où vous allez devoir catégoriser cette somme, il ne faudra pas le laisser en dépense dans votre société. Vous marquerez retrait compte courant. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça marche bien. Je sais que beaucoup de clients le font, ils ne s'enquiquinent pas, ils ont une seule carte bleue, puis ils disent basta. Bon, quelque chose d'un petit peu plus subtil, c'est ce truc-là, hein. Quand on est gérant majoritaire, c'est un truc un peu chiant. Disons les choses clairement, il faut savoir, c'est très compliqué ce que je vais vous dire. Donc, si vous êtes président, directeur général, bouchez-vous vos oreilles. Pour les gérants, par contre, là, vous êtes obligé d'écouter. Une fois par an, vous avez dans vos cotisations sociales, vous avez une partie qui n'est pas déductible, qu'on appelle la CSG, qui n'est pas déductible. Et cette partie-là, on est obligé de l'identifier et on va la prélever directement dans votre compte courant, justement, parce que justement, cette CSG est non déductible. Alors, je ne vais pas trop insister dessus. C'est une tâche technique que nous on fait au sein de Doux. C'est pas extraordinaire, hein, c'est pas un grand truc à faire, mais c'est une obligation vis-à-vis de la loi. Alors, Lamine, les statuts doivent-ils expressément mentionner l'existence d'un compte courant d'associé? Non, Lamine, il n'y a pas besoin du tout. Alors, tu peux, si tu veux, et on verra tout à l'heure, signaler qu'en cas de compte courant d'associé, on doit prévoir une rémunération ou pas, mais de façon très concrète, il n'y a pas besoin. Julia, quel pourcentage minimum pour avoir un compte courant d'associé? Je crois que tu l'as dit, mais je n'ai pas très bien compris. Eh bien, une part. Voilà, Julia. Et parfois peut-être 0, on ne sait pas très bien, mais une était peinard, voilà, pour être certain. Alors, on ne dira pas compte courant d'associé, si on pourra toujours dire, mais il n'y a plus besoin des 5% dont on avait besoin il y a encore un an. Tout ça, c'est terminé. Donc, une part. Voilà, donc une part, bah, ça peut être 10%, ça peut être 0,0001%. Tout dépend, bien évidemment, le nombre de parts de ta société ou d'actions. Florian, un retrait du compte courant correspond à la catégorie retrait ou dépenses pour usage personnel dans Doux, c'est bien ça? Parfait, Florian, c'est nickel. OK. Alors maintenant, on va parler de fiscalité, parce que là, on a parlé du compte courant, comment ça a augmenté, comment ça a diminué, et la fiscalité, parce que ça, c'est un point quand même qui est important. Alors, c'est là où vous allez comprendre effectivement les points. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que
c'est la nature de l'entrée qui détermine la fiscalité. La sortie, on s'en fout, mais on va voir tout à l'heure. L'entrée détermine si vous êtes fiscalité, s'il y a de la fiscalité. Alors, concrètement, si vous apportez de l'argent à la société, vous ne serez pas taxé, la société ne sera pas taxée, d'accord? Il n'y aura pas de TVA, bien évidemment, il n'y aura pas d'IS, pas de TVA, rien de rien, d'accord? Si vous faites une note de frais, il n'y aura rien non plus, c'est-à-dire que vous ne serez pas fiscalisé parce que vous avez rentré l'argent en compte courant. Il y a juste un point et on va y arriver tout de suite. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez fait des annuités kilométriques, normalement, elles ne sont pas imposables. Pourquoi? Parce que, sauf si vous avez choisi de ne pas prendre le forfait dans votre impôt sur le revenu, vos annuités kilométriques ne sont pas imposables. Si vous avez vendu votre ordinateur, tout à l'heure, c'était Julia, je crois, qui me posait la question, l'ordinateur qui est vendu ne sera pas imposé dessus. Par contre, l'avantage pour la société, c'est que ça va réduire son impôt sur les sociétés, puisqu'on va créer des charges et du coup, ça va réduire. Je parle de la note de frais, je ne parle pas de l'apport d'argent. L'apport d'argent, ça ne réduit rien du tout. Mais la note de frais, comme on va apporter des dépenses, eh bien, ça réduira. La seule façon dont vous pourrez être imposé, c'est notamment si vous êtes propriétaire de votre habitation et que vous demandez un loyer à votre société, eh bien, je rappelle que dans ces cas-là, vous serez imposé au titre soit du microfoncier, soit du foncier à titre personnel. Que l'argent, vous l'ayez pris ou pas, du moment qu'il va s'inscrire en compte courant, c'est ce point. Et bien évidemment, les salaires et les dividendes que vous mettrez en compte courant, vous serez imposé. Parce que le principe est le suivant, c'est que quand on inscrit un salaire, enfin quand on prend un salaire, qu'on le prenne dans la poche ou qu'on le mette dans le compte courant, c'est exactement la même chose. Les dividendes, qu'on les prenne tout de suite ou qu'on le mette en compte courant, c'est la même chose. Vous serez imposable à titre personnel, quoi qu'il arrive. D'accord? Ça, c'est très important à faire. En contrepartie, le salaire que vous allez enregistrer va réduire le montant de l'impôt sur les sociétés. Donc, vous avez bien compris le principe, il est relativement simple. Apport argent, note de frais, hormis le loyer, ça ne vous génère pas d'impôt sur le revenu et ça réduit votre impôt sur les sociétés sur les notes de frais au niveau de votre société. Les salaires et les dividendes vont augmenter votre impôt sur le revenu et en contrepartie, ils vont baisser votre impôt sur les sociétés au niveau des salaires, pas les dividendes. Donc voilà très exactement ce qui peut se faire. Odile, les droits d'auteur peuvent-ils entrer en compte courant s'il y a un contrat? Oui, Odile, oui, c'est possible, tout à fait, tout à fait. Alors, on a les entrées, on va parler maintenant des sorties de compte courant. Eh bien, la sortie de compte courant n'est jamais fiscalisée. Quand vous sortez de l'argent de votre compte courant, ça ne va pas créer une baisse de votre impôt sur les sociétés, ça ne va pas non plus augmenter votre impôt sur le revenu, puisque, je le rappelle encore une fois de plus, c'est au moment de l'entrée que s'il devait y avoir fiscalité, il y a eu. Mais la sortie en tant que telle, il n'y aura jamais de fiscalité, ni pour la société, ni pour vous. Voilà, c'est super simple à comprendre. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'euros de compte courant, que vous reprenez ce compte courant, vous aurez 0 de fiscalité. Alors, Odile, et s'ils sont imposés comme les salaires, ils ne sont pas payés immédiatement. Eh bien, là, en fait, Odile, l'inscription en compte courant génère ton imposition. Voilà, ça c'est un point toujours important à bien retenir. Bon, alors, on a vu qu'est-ce que c'est un compte courant, comment on l'augmentait, comment on le diminuait, on a vu les fiscalités, maintenant on va traiter des autres points. Et les autres points, ça répondra aux questions qui m'ont été posées juste avant. Le premier, c'est la rémunération du compte courant, d'accord? La rémunération du compte courant, c'est une question d'ailleurs qui m'a été posée. On va la regarder sur 2 axes. Celui sur les axes lorsque c'est une personne physique qui détient dans une personne morale, et on va regarder dans un deuxième axe quand c'est une personne morale qui a un compte courant dans une personne morale. Donc,
Premièrement, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous mettez de l'argent dans une société que nécessairement vous devez être rémunéré. C'est-à-dire que si je suis associé et que je laisse de l'argent en compte courant, ce n'est pas une obligation à titre personnel de le mettre. Alors, c'est vrai que si la personne n'est pas associée ou très peu, Julia, on aurait un petit peu de mal à comprendre pourquoi il n'est pas rémunéré. D'accord? Mais ce n'est pas obligatoire à proprement parler. Alors, une question m'était posée, quel est le taux? Eh bien voilà, en fait, tous les mois, le taux change, tous les mois. Il est basé très exactement, ce qu'on appelle sur une somme qui est égale à 80% du TRBO, du taux de rendement brut des obligations. Et cette année, en décembre 2020, il fait 1,18. Et tous les mois, eh bien, on a un nouveau taux qui évolue. Alors bon, je ne vais pas vous faire de dessin, on a une inflation qui est basse, enfin, ou supposée basse, je ne sais plus ce qu'il faut dire maintenant, et donc les taux qui sont très bas, et donc quand vous vous rémunérez, vous êtes à 1,18. Mais je rappelle une chose, c'est que si vous êtes rémunéré, si vous touchez de l'argent, alors ça va réduire le montant de votre impôt sur les sociétés au niveau de la société. Par contre, vous, à titre personnel, il ne faudra pas oublier de le déclarer, soit dans vos revenus, soit d'opter ce qu'on appelle à la flat tax de 30%. Donc voilà les solutions. Alors là, je vous ai donné 1,18, c'est ce qui est fiscalement déductible. Est-ce qu'on peut donner plus? La réponse est oui, on peut donner plus que 1,18, on peut très bien donner 2, 3, 4%. Par contre, l'État dit, OK, vous donnez plus, c'est vos oignons. Par contre, tous les taux, toute la partie du taux qui est supérieure à 1,18, par exemple, si on avait pris, je ne sais pas moi, 2,18 pour faire hyper simple, eh bien, il y a 1% de ces charges qui ne seraient pas déductibles au niveau de la société. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué ce taux-là. Ce taux de 1,18 est accepté par l'administration fiscale, ne soulève aucune difficulté au niveau de la déductibilité. Si on donne plus, ça devient imposable. Voilà. Thibaut, par défaut, ce taux d'intérêt est actif sur Doux. Très bonne question, Thibaut. Je ne peux pas te répondre. Là, tu me poses une colle. Je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne sur ce point-là. C'est une excellente question. Si on l'a mis, c'est à peu près sûr. Mais si on ne l'a pas mis, je pense qu'on demande à chacun de le mettre. Peut-être, à voir. En tout cas, on nous pose des questions à la fin de l'année. C'est peut-être ça, très exactement. Alors, Julia, est-ce que c'est intéressant de se rémunérer? De toi à moi? Non. Je ne pense pas, Julia. Pourquoi? Parce que, sauf si tu es obligé d'avoir des grosses sommes, d'accord? Et s'il y a des petites sommes, mais tu vas pleurer, quoi. T'imagines, tu mets 100 euros, tu auras 1,18 €. Tu mets 1000 euros, tu auras 10 euros, enfin 11,80 €. Tu mets 10 000 euros, ça fait 118 euros. Donc, de façon très concrète, et sur ces 118 euros, tu seras taxé 30%. Ça va générer de la CSG. Franchement, je ne suis pas bien sûr. Puis c'est un peu pénible à calculer, d'ailleurs, de toi à moi. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, si tu as des très, très faibles sommes, non, ça ne vaut pas le coup. Si tu as des sommes beaucoup plus importantes, oui, je pense que ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup si, Julia, aussi si vous êtes plusieurs associés au sein d'une société, qu'il y en a un qui a mis, par exemple, je ne sais pas moi, 10 000 ou 20 000 euros, puis qu'ils ont mis zéro, ça me paraîtrait assez logique et assez moral quelque part que celui qui a mis de l'argent, dans ces cas-là, soit rémunéré. C'est-à-dire, ou tout le monde est rémunéré ou personne. Et quand ça commence à ce que certaines personnes, effectivement, aient des gros écarts, dans ces cas-là, ça me paraîtrait assez logique d'avoir une rémunération à ce point-là. Florent, le taux est variable toute la durée du prêt ou on change chaque mois? Eh bien, Florent, en fait, le calcul du taux se fait une fois par an. C'est-à-dire que, par exemple, pour toutes les entreprises qui ont clôturé au 31/12/2020, c'est ce taux-là qui va être utilisé. Quand en 2021, on aura un autre taux, je dis n'importe quoi, 1,50, eh bien, du coup, la rémunération se fera sur 1,50. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait, si on veut faire en tous les cas les choses correctement, on peut marquer au cours de l'Assemblée générale que la rémunération des comptes courants se fait en fonction du taux admissible fiscalement. Et dans ces cas-là, oui, Florent, ton taux sera variable, c'est-à-dire que ce ne sera pas tous les mois que le calcul se fera, il se fera systématiquement sur la date de clôture. C'est-à-dire que si tu clôtures au 31 décembre, tu auras 1,18. Si tu avais clôturé au mois d'octobre, tu aurais peut-être eu 1,17. Je ne sais pas quel était le taux, je l'ignore complètement. Mais si tu tapes taux d'intérêt compte courant de l'année 2021, tu vas voir les choses qui vont s'appliquer directement.
Oui, Julia, c'est super faible, on est bien d'accord. Voilà, bon, enfin, c'est pas plus que le taux de livret A, je suppose, hein. Voilà, donc c'est dans cet esprit, en tous les cas. Alors, maintenant, alors Jean qui pose une question, avec la carte perso, les achats faits sur Internet, sur les sites Amazon ou AliExpress, pour les besoins de ma société, ils ne fournissent jamais de facture avec TVA, comment justifier? Je les ai passés en matériel et sans TVA. Et oui, Jean, et ben ça, c'est bien le petit problème. Alors, juste un petit détail, Jean, c'est une excellente question que tu fais. Tu peux avoir des factures de façon très concrète. Jean, chez Doux, ça nous arrive d'acheter sur Amazon, on s'est fait identifier comme société, on paye avec la carte bleue professionnelle et on a des factures. Donc, Jean, c'est tout à fait possible, hein, donc pas de souci. Et chez Ali, ah oui, bah là, chez Ali, là, c'est un truc qui est un petit peu plus compliqué. Mais dans ces cas-là, essaye de conserver des justificatifs. Généralement, comme ça vient de l'étranger, tu n'as pas de TVA. Donc, déjà, ça me paraît assez logique. Si ça venait d'Europe, par contre, tu devrais faire une autoliquidation de TVA. Alors, pour les personnes morales, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai marqué que c'était conseillé? Parce que tout simplement, quand on est entre sociétés, je rappelle que une société n'est pas une association, d'accord? C'est hyper compliqué. En fait, le seul objectif d'une société, d'un point de vue fiscal, hein, c'est de gagner l'argent, d'accord? C'est obligatoire. Il y a que, en fait, la fiscalité est très simple. Elle dit, j'accepte la déductibilité de vos charges à la condition que vous essayez de maximiser vos profits. C'est la fiscalité qui est comme ça. Donc, ce que je conseille de faire quand vous avez une société qui prête de l'argent à une autre société, eh bien, c'est de prévoir justement une rémunération. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas dramatique parce que généralement, on a des holdings et des filles en dessous, donc ce qu'on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Il y a très peu de fiscalité entre les deux, donc moi, je vous conseille en tout cas sincèrement de pouvoir le faire. Donc voilà le premier point, c'était sur la rémunération des comptes courants. Le deuxième, c'est l'abandon de compte courant. Bon là, je vais rentrer, et ça répond d'ailleurs à une question, je crois, d'Alain qui m'a été posée, sur l'abandon de compte courant. Donc là, c'est la partie pénible, d'accord? Alors, je vais mettre en valeur, effectivement, de pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Iscar, oui, nous faisons des conventions de trésorerie. Je te dirais une bêtise, je ne connais pas le tarif. Tu t'envoies un petit message et on te répondra directement sur Doux. Il n'y a aucun souci. L'abandon de compte courant. Alors, peut-être, si je le retrouve, Iscar, et si tu restes, je te le passerai. On attendra juste tout à l'heure, je termine. Alors, on imagine un point. C'est une société qui perd 2 000 euros, d'accord? La société perd 2 000 euros, mais le dirigeant ne veut pas avoir une perte de 2 000 euros, d'accord? Il dit non, moi je veux pas, pour plusieurs raisons. Soit parce que ça fait pas joli, soit parce que il a un faible montant du capital social et il sait que s'il laisse cela, il va se retrouver dans un principe, une situation qu'on appelle la perte de la moitié des capitaux propres. Et le dirigeant il dit hop, Doux, je ne veux pas de perte, je veux que mon résultat soit égal à 0. Eh bien, dans ces cas-là, c'est possible. Si son compte courant d'associé a plus de 2 000 euros, d'accord, eh bien, dans ces cas-là, il y aura tout simplement la possibilité, vous allez voir, c'est super simple, d'abandonner le compte courant. Ça veut dire que mon compte courant sera perdu, d'accord? On va voir que ce n'est pas une perte complète. Et la perte, elle reviendra à 0, si bien que je vais me retrouver très exactement avec 0 de résultat. OK? On suppose, un an après, ou plus, on ne sait pas, que les choses vont mieux. Et on se retrouve avec un résultat à 10 000 euros. D'accord? Alors, je rappelle qu'on avait abandonné 2 000 euros. Eh bien, dans ces cas-là, comme j'ai abandonné mon compte courant et que j'ai créé ce qu'on appelle une clause de retour à meilleure fortune, c'est assez joli comme nom, hein, fortune en ancien français, ça voulait dire chance, hein, donc le retour de la chance, entre parenthèses, eh bien, coup de bol, j'ai un résultat qui est positif. Est-ce que je vais payer sur 10 000 ? Je récupère mon compte courant de 2 000 euros, ça va me créer ce qu'on appelle une charge exceptionnelle et mon nouveau résultat sera de 8 000. Et donc, avec cette situation, non seulement ma première fois,
j'aurai un compte de 0, j'aurai un compte de résultat égal à 0 et non pas de 2000. Deuxième temps, je vais récupérer mon compte courant. Troisième temps, ça va réduire mon résultat, ce qui me permettra de payer moins de résultats. Alors, je crois que c'est Alain qui m'a posé la question, comment est-ce qu'on peut connaître l'abandon qu'on a pu faire? Eh bien, Alain, je vais te faire une confidence, on est en train de bosser dessus. Je ne sais pas si ça sortira fin 2021. Alors, nous, on a une technique pour la connaître, mais elle n'apparaît pas encore au sein de notre application Dux. C'est ce sur quoi nous travaillons actuellement, pour la petite histoire. Florent, est-ce que ce retour prend compte le cumul de différentes années d'abandon? Oui, Florent, c'est tout à fait ça. Alors, si on avait eu, je sais pas moi, 50 000 euros d'abandon de compte courant, on n'aurait pas repris 50 000 d'un seul coup. Bien évidemment, on s'arrange systématiquement chaque année. Dozit, est-ce que le retour à meilleure fortune peut être étalé sur plusieurs années? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Amélie, la clause de retour à meilleure fortune est à prévoir dans les statuts? Non, il est à prévoir au moment de l'abandon, d'accord? Et de toi à moi, Amélie, on peut même le faire évoluer par le biais d'une simple assemblée générale. Donc, ce n'est pas les statuts qui le prévoient. Alors, dans les statuts, on peut tout prévoir, mais ça ne sert à rien. C'est principalement au cours d'une assemblée générale qu'on prévoit ce genre de choses. Donc, voilà, Alain. Donc, si un jour tu veux savoir, Alain, ça viendra, mais pour l'instant, il n'y a que nous qui le connaissons. Est-ce que vous avez d'autres questions pour cette première fois de compte courant d'associés? J'ai adoré parce que vous avez eu beaucoup de questions. Donc, ça me confirme dans l'idée que c'était une bonne chose, effectivement, de le faire. Oui, Anna, tu peux le récupérer sur plusieurs exercices. Tu peux le récupérer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça peut se faire d'un seul coup ou en plusieurs fois. Tout dépend après la façon dont on peut le voir. Alors, lorsque le compte courant d'associé débiteur, dans quel délai doit-on régulariser le solde négatif? Immédiatement. Alors, premièrement, le compte courant débiteur est interdit. Déjà, on va commencer tout de suite. Et tu sais, puisque tu viens de le noter. Et donc, il faut une régularisation. Alors là, je vais vous donner deux choses. La première, c'est si plus vite vous le régularisez, mieux c'est. D'accord? Bon, là, c'est de la palissade, mais je vais rentrer dans les détails. Si vous avez un contrôle fiscal, avant que vous ayez régularisé la situation, eh bien, vous serez taxé d'office comme étant ce qu'on appelle une distribution occulte. C'est-à-dire que vous ne bénéficierez pas, premièrement, vous aurez une pénalité. Deuxièmement, vous ne bénéficierez pas de ce qu'on a l'habitude d'avoir, vous savez, des abattements de 10% sur les salaires patati patata. Et puis, bien évidemment, il y aura des taux d'intérêt de retard. Par contre, si au moment du contrôle fiscal, il constate qu'il y avait un compte courant débiteur, mais que la situation a été régularisée avant le contrôle fiscal, il n'y a rien qui se passera. Voilà, très exactement. Donc, voilà. Et donc, je rappelle, Faïké, que la façon de résoudre un compte courant débiteur, la meilleure chose déjà, c'est de passer ses notes de frais. On oublie de le faire, ses années kilométriques, éventuellement vendre un ordinateur, vendre différentes choses pour essayer de régulariser au plus vite ce compte courant débiteur. Mais beaucoup de gens oublient ça et j'arrête pas dans les webinars, dans les vidéos, dans tout, de dire faites des notes de frais. N'hésitez pas en tout cas, bien évidemment, de façon légale. Patrice, est-il possible de déposer sur mon compte courant d'associé unique de SASU un montant qui dort sur livret rapportant si peu? Est-ce intéressant compte tenu possibilité de taux à 18 ou plus? Non, Patrice, je ne vois pas tellement l'intérêt. Si ça dort sur ton livret et que ça rapporte si peu, franchement, avec la différence de 1,18, tu vas pleurer, quoi. La différence sera tellement faible que moi, je ne m'en quiquinerai pas. Kevin, pour sortir la trésorerie du compte courant, doit-on le faire avec une certaine fréquence, exemple tous les mois? Non, absolument pas, Kevin. Moi, personnellement, je pense que laisser de l'argent compte courant quand la société n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Autant le reprendre. Si la société, moi je dis toujours que la société, faut pas la prendre comme une vache à traire, entre parenthèses, et puis l'épuiser, mais faut pas non plus, effectivement, faire des efforts surhumains pour qu'elle ait une trésorerie de dingue. Si vous avez besoin de prendre de l'argent, prenez-le. C'est d'autant mieux de sortir l'argent par le biais du compte courant, comme je l'expliquais, qui ne vous coûtera rien en fiscalité, rien en charge sociale, rien en CSG, plutôt que de prendre des salaires et des dividendes qui, eux, vont vous coûter de l'argent. Donc, première étape, essayez de retirer la totalité de son compte courant directement.
Julien, peut-on investir dans la crypto ou dans du trading avec la société? Comment les déclarer? Oui, c'est faisable. Tu peux le faire. On sait le gérer sur Dux, Julien, à la condition de ne pas faire du trading. Ça, c'est voilà. Nous ne prenons pas des traders, c'est-à-dire des gens qui vont faire des allers-retours parce que la crypto, on croit toujours qu'on achète un petit peu puis on va laisser comme ça. Si c'est le cas, pas de souci, on sait gérer avec Dux. Mais aujourd'hui, il y a tellement de techniques, de swing, de trucs, etc. Enfin, les nouvelles techniques où aujourd'hui, on peut louer le portefeuille de crypto de quelqu'un, le faire fonctionner, lui donner des trucs. On ne gère pas sur Dux. Voilà, pour faire très, très simple. Mais oui, tu peux le faire, Julien. Mais tu as bien compris, effectivement, entre d'une part, quelqu'un qui le fera accidentellement ou de façon un peu comme acheter des actions, on sait faire, mais quelqu'un qui ferait du trading à l'état pur, avec plusieurs allers-retours tous les jours, on ne sait pas faire chez Dux. Et d'ailleurs, soit en passant, personne ne sait faire actuellement sur la comptabilité. Guillaume, ma SASU dans l'e-commerce, est-ce que je peux passer en concours d'associé la formation que j'ai achetée en 1 an et demi avant la création de la SASU? Guillaume, tu prends un risque, mais si pour toi, tu estimes que cette formation a un lien direct avec la création de la société, je prendrai le risque, Guillaume, dans ces cas-là, parce que je pars du principe, en tous les cas, que ça a été la condition nécessaire pour pouvoir me lancer. Si Guillaume, tu peux me répondre oui, il faut tenter le coup. Lamine, quel conseil que tu n'aurais pas encore donné pour booster le concours en associé? Je vois pas, parce qu'après avoir tout vendu, y compris ta chaise, ta montre, tout ça, y compris les écrans, les souris et tout, faut tout penser. Et bon, on pourrait passer des journées. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un jour, il va falloir que je rédige un truc avec tout ce qui est possible et inimaginable, y compris les cafés que l'on peut donner à un client qui vient, le sucre, etc. Tu peux tout imaginer, absolument tout. Voilà. Jean. Alors, Jean-Philippe. Non, il y a encore des questions. En cas de redressement, SASU, le concurrent peut-il être perdu? Totalement, Florent. Et oui, oui, oui. Tout ce que tu n'as pas pris, c'est perdu. Voilà, en cas de dépôt de bilan. On est tout à fait d'accord. Jean-Philippe, faut-il fournir une pièce comptable lorsqu'on fait un virement pour alimenter son compte courant d'associé? Non, absolument pas. Absolument pas du tout, Jean-Philippe. Non, il n'y a pas. Alors, il y a des choses qui peuvent paraître parfois un peu chaudes. Hein. Jean-Philippe, si tu as, je sais pas moi, 15 000 euros d'argent qui arrive comme ça, alors en tant qu'expert comptable, on est tenu, nous, en tous les cas, de vérifier ce qu'on appelle le loi anti-blanchiment. Donc, on te demandera très certainement, si tu as une très grosse somme qui arrive, bah, d'où ça vient. Il faudra que tu nous expliques mon compte courant personnel. Voilà, c'est aussi bête que ça. Jean, au début, j'ai ouvert un compte Conto. Ah, mince, mais très déçu, enfin, pas mince d'avoir ouvert un compte Conto, mais être déçu de Conto, c'est dommage. Je suis parti sur mon perso ING, mais Dux m'a averti plusieurs mois pour régler tout cela. J'ai dû reprendre dépenses en note de frais, en recettes, en espèces. Merci à Ibrou de chez Dux de m'avoir aidé. Je lui transmettais. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des virements compte à compte. Donc, à mon avis, il y a eu du doublon. On peut avoir un compte espèce comme le gérer dans Dux. Non, on ne peut pas avoir un compte d'espèces, mais en tout cas, on peut tout gérer, t'inquiète pas, Jean. De toute façon, nécessairement, au moment des bilans, tout est complètement fait. Je te remercie en tous les cas de remercier Hébrou, mais on ne peut pas gérer à part. C'est que par le biais du compte courant que tout peut se faire. Amélie, sortie d'argent et ARE sans difficulté? Oui, Amélie, zéro problème. Je rappelle que l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, est totalement compatible avec un loyer, avec des notes de frais, avec tout ce que tu veux, sauf avec des salaires, d'accord? Parce que les salaires vont venir diminuer ton ARE, mais ça sera reporté. Voilà, hein, donc pas de souci. Kevin, existe-t-il un ratio concernant le compte courant, exemple chiffre d'affaires 100 000 euros et compte courant 80 000 euros, l'administration fiscale risque de ne pas aimer? Non, tu n'as aucun problème, Kevin. C'est fréquent. C'est fréquent d'ailleurs tout au début que les comptes courants d'associés sont supérieurs au chiffre d'affaires mensuel. Ça, c'est sûr et certain. C'est assez fréquent, donc tu n'as aucun souci. Moi, je connais même que dans mon expérience personnelle, j'ai même travaillé sur un dossier, accrochez-vous, où la personne avait plus d'1 million d'euros de compte courant d'associés dans sa société. Bon, c'est une grosse société, hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà, tout est faisable, absolument tout. Et tu n'as pas à craindre quoi que ce soit en la matière. Alain, je suis content qu'il t'ait… Ah ben vidéo, ben voilà, merci. Merci Alain de ton remerciement. Mais de toute façon, là, on a terminé. J'ai juste rappelé effectivement un petit point, c'est que vous pouvez vous parrainer. Je sais que beaucoup d'entre vous sont clients, d'autres ne le sont pas, et ce n'est pas un problème. Hein. Vous pouvez venir voir la vidéo, les webinaires, faire tout ce que vous voulez, même si vous n'êtes pas client chez Dux. Nous,
Le but de Doux, en fait, en tout cas, c'est tout simplement apporter un maximum de conseils auprès des entrepreneurs, clients ou pas. Si vous voulez être client, vous pouvez être parrainé, vous aurez 1 mois gratuit. Et pour ceux qui ont parrainé, c'est 1 mois de plus directement. Voilà, merci en tous les cas pour vos remerciements. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et puis, on va terminer le tout directement sur une musique. J'ai vu qu'il y avait une petite question sur la convention de trésorerie. J'essaierai de taper pour mettre le tarif si j'arrive à retrouver. Sinon, il faudra me le donner et demander directement. Un grand merci à vous toutes et tous.